Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de voir les coloriages, donc colorier un ensemble fini. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un coloriage? Bon, il va falloir bien le définir évidemment. Là par exemple, vous voyez, vous essayez, vous avez 4 éléments, hein, 1, 2, 3, 4, un ensemble à 4 éléments, et vous voulez le colorier. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez assigner des couleurs à chacun des éléments. Ça veut dire en gros qu'un coloriage, c'est une application d'un ensemble fixé, que je vais appeler grand X de cardinal N, vers un ensemble de couleurs que je vais appeler grand K de cardinal petit k. Voilà. Donc ici, je décide de les colorier, soit en blanc, soit en noir, et voilà ce que ça donne. Voilà un coloriage, hein, d'accord, de ces 4 éléments, en blanc ici, ici en noir, et voilà l'application, hein, que ça correspond. Donc 1, c'est blanc, 2, c'est blanc, 3, c'est noir, et 4, c'est noir. Voilà. Alors maintenant, combien il y a de coloriage ici? On a 2 couleurs, 4 éléments à colorier, ça fait 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 éléments. Bon, là, l'histoire n'est pas terminée. Maintenant, si, imaginons que je décide de tourner, hein, donc je vais faire une permutation de ces 4 éléments, et là, c'est par exemple une permutation en tournant. Donc je vais en fait faire agir sur X le groupe Z sur 4Z, hein, par des rotations du carré. Hein. Bon, qu'est-ce que ça va donner si je tourne d'un quart de tour comme ça? Eh bien, ça va me donner ici, lui va passer là, lui va passer là, lui là, et lui là. Bon, c'est ce qui est symbolisé, en gros, par les flèches vertes, ici, entre les deux ensembles. 1 va vers 2, 2 va vers 3, 3 va vers 4, 4 va vers 1. Alors, que devient le coloriage? Eh bien, regardez, 1, il devient quoi? Il devient ce qu'était 4, c'est-à-dire noir. C'est-à-dire 1, je vais regarder l'image réciproque ici de 1 par ma transformation, et je vais regarder quelle est l'image de l'image réciproque de 1. Et c'est noir. Donc ici, ça va aller vers noir. 2, je vais regarder d'où il vient. Il vient de 1, donc blanc, ici. 3 venait de 2, et donc blanc. Donc j'assigne blanc comme couleur. Et 4, eh bien 4, il provenait de 3, et 3 c'était noir, donc là c'est noir. On va résumer avec des termes plus mathématiques. On a un groupe G qui agit sur X. Ici, c'est Z sur 4Z qui agit sur mon ensemble à 4 éléments. Ici, d'accord. Et l'ensemble des coloriages C, ça va être les fonctions de X dans l'ensemble des couleurs K. D'accord. Ici, ces fonctions-là, ces applications. Du coup, G agit sur C. Comment? Eh bien, petit g dans grand G, f dans C, donc ça c'est une fonction, c'est un coloriage, x dans grand X, un élément ici, eh bien, je vais avoir mon nouveau coloriage, c'est g.f, que je vais appeler g.f, qui a x associe f de g-1 de x. C'est exactement ce que j'ai défini ici. Hein, donc là, c'est f, et là, c'est g.f. Et ça, c'est mon petit g. Voilà. Alors, je vais regarder les coloriages modulo G, c'est-à-dire, je vais assigner ce coloriage-là et celui-ci, puisqu'il peut être obtenu par transformation d'un élément de G. Bon, alors, combien y a-t-il de coloriages modulo G ici, avec des blancs et des noirs? Il y a ici, quand tout est noir, symétriquement quand tout est blanc, quand il y a un blanc et 3 noirs, symétriquement quand il y a un noir et 3 blancs, mais il y a 2 possibilités à modulo G pour 2 blancs, 2 noirs. Vous avez celui-ci et celui-ci. Vous ne pouvez pas obtenir, avec un élément de Z sur 4Z, en tournant, celui-ci à partir de celui-là. Ça, c'est pas possible. Et c'est 2 orbites, en quelque sorte, 2 G-orbites de coloriage différents. Voilà. Donc, on compte, et en fait, on en compte 6 en tout. Alors, comment faire pour trouver 6? Comment faire pour trouver une formule générale? Eh bien, on pense évidemment à la formule de Burnside.
Ce qu'on est en train de compter, ce sont des G orbites sur un ensemble de coloriages. Donc c'est l'ensemble, ce qu'on appelle C sur G, des G orbites pour l'action de G sur C. On sait que c'est le théorème de Burnside qui nous permet d'obtenir ça. Alors ce théorème de Burnside, on va le démontrer dans un cadre plus fin. Donc pour l'instant, on peut supposer cette formule. Bon, de toute façon, beaucoup de gens la connaissent. Hein. Le cardinal cherché, c'est 1 sur cardinal de G fois la somme pour G dans grand G de cardinal des invariants pour petit g sur C. Alors, cette formule, elle est bien sûr, elle nous permet d'avoir espoir hein, de calculer ça en général, mais le problème, c'est qu'elle nous relie ce cardinal cherché à quelque chose d'un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qu'on a? On a une action de G sur grand X, et l'action de G sur grand C est plus compliquée à comprendre. Donc, il nous faudrait une formule qui ne dépende que de l'action de G sur grand X. C'est ça qui va être important. Alors, regardez, c'est ce lemme qui va nous aider à faire le lien entre ça et ça. F appartient à CG, d'accord, indice supérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est les invariants. Donc si f rond g-1 est égal à f, d'accord? C'est-à-dire si f g-1.x est égal à f de x, quel que soit petit x dans grand X. Mais, bon, vous voyez bien qu'à partir du moment où c'est vrai pour g-1, bah, du coup, ça va être vrai pour toute puissance de g. D'accord? Donc on va avoir f de g puissance s point x est égal à f de x bah, pour tout x dans grand X et pour tout s dans z. Voilà. Ce qui veut dire, donc ici, je suis en train de regarder le sous-groupe engendré par petit g, hein, ça, puisque j'ai pris s dans z. Donc je suis en train de regarder le sous-groupe engendré par petit g, et donc ça veut dire que f est constant sur les g-orbites. Alors, bah, c'est facile maintenant. On a un ensemble, et il va y avoir, donc on a fixé petit g, donc on a les g-orbites, et on veut regarder les fonctions dans K, d'accord, tel que c'est constant sur les g-orbites, ben on regarde combien il y a d'orbites, d'accord, et on va mettre K à la puissance, au lieu de prendre n ici, on va prendre à la puissance le nombre d'orbites, puisqu'il suffit d'assigner à un élément, ici, une couleur, et tous les autres éléments de la même orbite vont aller vers la même couleur. Voilà. Donc, maintenant ça devient facile, voilà le corollaire, c'est que le nombre de coloriages, c'est 1 sur cardinal de G, somme pour G dans grand G, comme ici, et ici ça va être K puissance le nombre d'orbites de X, grand X, sous le sous-groupe engendré par petit g. Voilà, on va... Maintenant, ça y est, hein, on a la formule, puisque c'est la formule désirée. Celle-ci, elle est bien, mais elle est quand même loin de ce qu'on est capable de calculer facilement. Alors que là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, on va déjà tester un petit peu cette formule. Là-dessus, on va essayer de retrouver 6. On va essayer de changer les actions de groupe pour s'amuser. Et puis, après, on va attaquer le théorème de Pauli. Alors, si G, bon, ben c'est le groupe trivial qui agit trivialement, eh bien, on devrait retrouver cette formule-là. Ben oui, parce qu'on a 1 sur le cardinal de G, donc 1, et là on n'a que E dans G, et là ça agit trivialement, donc on va retrouver 2 puissance, ici c'est le cardinal, je devrais mettre, hein, d'accord, 2 puissance le cardinal de X, et donc ça fait 2 puissance 4, donc ça fait bien 16. Maintenant, on va reprendre ce qu'on avait pris, c'est-à-dire G, c'est Z sur 4Z, d'accord, avec, qui agit par rotation ici sur le carré. Eh bien, prenons, donc on va regarder, il faut regarder le nombre, ici petit k c'est toujours 2, hein, mais il faut regarder le nombre d'orbites
hein, de grand X sous le sous-groupe engendré par G. Alors quand c'est E, ben, ça va être le sous-groupe trivial, donc il agit trivialement, il y a 4 orbites. Maintenant, quand c'est la rotation, hein, le quart de tour, ou le quart de tour dans un sens ou dans l'autre, hein, eh ben, il va y avoir une action transitive, d'accord, du groupe engendré par R. Hein, le groupe engendré par R, ben, c'est Z sur 4Z, donc lui, il agit transitivement, donc il n'y a qu'une seule orbite. Et quand c'est le demi-tour, et bien là, il va y avoir, ici, quand on va avoir le demi-tour, on va avoir 2 orbites, celle-ci, hein, d'accord, on va diagonalement opposer, et celle-ci. Donc on a 2 orbites. Ce qui veut dire qu'on va avoir, quand on va faire ça, on va faire 1 sur 4, d'accord, fois 2 puissance 4. Ensuite, pour le quart de tour, dans un sens, ça va faire 2 puissance 1, parce que c'est transitif, dans l'autre sens aussi, et pour le demi-tour, il y a 2 orbites, donc 2 puissance 2. Et quand on fait le calcul, on tombe bien sur les 6 hein, auxquels on s'attendait. Voilà, donc c'est bien. Et maintenant, on peut s'amuser à regarder le cas où G, c'est le groupe S4, alors qui agit par permutation sur l'ensemble à 4 éléments. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la contrainte métrique, en quelque sorte, hein, de la rotation. Et là, cette fois-ci, vous voyez ce qui se passe. Bien, lui, on peut l'amener, comme on n'a pas de contrainte métrique, le blanc ici, on peut l'amener ici, et on peut l'échanger ici avec le noir, là, comme ceci, sans que ça pose de problème, parce que c'est juste des permutations. Donc ici, on va avoir la même orbite, et on voit bien qu'il va y avoir 5 coloriages hein, modulo G. Voilà. On le retrouve, on va faire 1 sur 24, donc c'est factoriel 4, le cardinal de S4, 2 puissance 4, ensuite quand on a, dans S4 on a 6 transpositions, donc là les orbites pour les transpositions il y en a 3, d'accord, puisque si par exemple c'est la transposition 1, 2, ben, il va y avoir 1, 2 qui va être déjà une orbite, 3 qui va être une orbite, et 4 qui va être une troisième orbite. Donc ici 2 puissance 3 pour les 6 transposition. Pour les 8 3 cycles, ben on va avoir 2 orbites, l'orbite du 3 cycles et le quatrième restant, qui est tout seul. Pour les 6 4 cycles, alors les 4 cycles, ça évidemment, il va y avoir qu'une seule orbite, puisque c'est un 4 cycles. Et pour les doubles transpositions, évidemment, comme c'est des doubles transpositions sur un ensemble à 4 éléments, vous allez avoir 2 orbites. Donc vous avez 3 doubles transpositions. Voilà. Et on fait ce calcul, on applique cette formule, et on trouve bien les 5 comme vous. Voilà. Donc ça nous a permis de calculer le nombre de coloriages sous l'action modulo G, c'est-à-dire sous l'action de G. Maintenant, le problème n'est pas encore terminé. Le problème, ça va être de voir que ici, il n'y en a qu'un seul. On revient sur le cas précédent hein, de départ. Ici, il n'y en a qu'un seul avec 4 noirs, un seul avec 3 noirs, 1 blanc. Il y en a 2 avec 2 noirs, 2 blancs, un avec 3 blancs, 1 noir, et un avec 4 noirs. En gros, on veut avoir le nombre de coloriages modulo G possédant un nombre prédéfini d'une couleur donnée. De toutes les couleurs en fait données. Ici par exemple, donc l'exemple type, on veut avoir le nombre de coloriages modulo G possédant 2 blanches et 2 noires. Et il se trouve que le nombre c'est 2. Comment on fait? Bien, ça va nous demander forcément un raffinement de cette formule et qui va nous demander un raffinement de la formule de Burnside. Alors ce raffinement, on va le faire en remplaçant des nombres par des polynômes. D'accord? Par exemple, on va associer à cet ensemble de coloriages modulo G, bien le polynôme suivant, x1 puissance 4, donc x1 ça va être la variable qui va avoir les couleurs noires, donc x1 puissance 4, x1 ici au cube x2, voilà, x2 c'est la variable qui voit la couleur blanche,
Là, il va y avoir 2 x1 carré, x2 carré, plus x1, x3 carré, x2 puissance 4, et on va associer un polynôme. Alors, attention, le polynôme, il est associé à grand X et à l'action de G. Par exemple, si G, c'est le groupe trivial qui agit trivialement sur X, mais ici, vous allez avoir x1 puissance 4. Ici, vous allez avoir le blanc ici, le blanc ici, le blanc ici ou le blanc ici. Donc, vous allez en avoir 4 pour x1 au cube, x2. Là, vous allez avoir pour 2 blancs, 2 noirs, vous allez avoir toute la possibilité de mettre 2 blancs, c'est-à-dire 2 parmi 4, donc 6 ici, et là 4, et là 1. Donc ici, ce polynôme, on voit qu'il y a une formule quand même qui est derrière, au moins dans le cas trivial. C'est que ça, on reconnaît x1 plus x2 puissance 4. Et ce qu'on aimerait, c'est voir comment ce polynôme peut s'écrire joliment, peut-être avec une somme, mais de choses factorisées un petit peu de ce type-là. Et ça va être ça, le théorème de Polya. La formule de Polya, c'est une jolie formule qui va connecter P, non pas avec l'action de G sur les coloriages, C, mais directement l'action de G sur grand X, c'est-à-dire ce qu'on aime, ce qu'on peut voir de façon plus naturelle et plus intuitive. Regardez comment on va définir P. On va essayer de donner une bonne définition de P. On prend un coloriage, donc c'est une fonction de x dans K, donc f dans C. On a gamma de f, je vais poser gamma de f, égale au monôme suivant. Donc on est dans l'espace ici, le Q espace des polynômes à indéterminé x1 jusqu'à xk, donc ça c'est les couleurs. Et je vais prendre le monôme, produit des xi puissance ni, où ni, c'est le nombre d'éléments de couleur i. Donc c'est le cardinal de f-1 de i. Alors maintenant, remarquez que gamma passe au quotient de l'action de g. Effectivement, si vous prenez f-1 de i, donc l'ensemble des éléments de couleur i pour une coloration donnée, eh bien g.f moins 1 de i va avoir même cardinal. Pourquoi? Parce qu'il y a une bijection entre cet ensemble-là et cet ensemble-là, et cette bijection, c'est l'application qui a x donne g.x. D'accord? Par définition, vous pouvez vérifier, quand on passe d'un coloriage ici au coloriage ici, il y a toujours le même nombre ici de blanc et le même nombre de noir, même si ce n'est pas les mêmes qui sont assignés. Donc c'est directement donné par ça. Donc ce qui fait que ces ni vont être les mêmes quand je vais remplacer f par g.f, et donc ce qui fait que gamma de g.f, c'est gamma de f. Ce qui veut dire que gamma passe au quotient de l'action de petit g, et je vais avoir une fonction qu'on va appeler gamma bar. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que P? Comment je définis P? Bon, on se doute comment on le définit. Eh bien, P par définition, mais c'est bien d'en avoir une définition sur laquelle on va pouvoir travailler, c'est la somme pour tous les coloriages modulo G, ici, voilà, c'est cette somme-là, des gamma bar de F, et c'est un polynôme à K indéterminé. Voilà. Donc ici, pour lui, on va avoir lui, pour lui, on va avoir lui. Pour lui, gamma, ça va être lui, et lui, ça va être lui. Donc ça va incrémenter, il va y avoir 2. Et là, ici, et là, ça va nous donner ça. Alors on a défini ce qu'on appelle le polynôme générateur des coloriages. C'est pas gagné, parce que pour l'instant, ce polynôme-là, il est donné en fonction directement des coloriages. Et on aimerait qu'il soit donné directement en fonction de l'action de G sur X. C'est ce qu'on va faire, c'est le théorème de Polya. Alors, donc, on a défini le polynôme générateur de coloriage. Voilà. Donc c'est P, on l'a défini comme ceci. On l'a déjà calculé dans des petits cas particuliers. Maintenant, on va définir le polynôme indicateur de cycle. Lui, c'est quelque chose, ce polynôme, on va pouvoir l'obtenir à partir de l'observation directe
de l'action de G sur grand X. Q, alors déjà, c'est les indéterminés, ça va être des YJ, et J va aller de 1 à N, où N, c'est le cardinal de X. Hein. Alors Q, c'est la moyenne des Q indice petit g, quand G parcourt grand G, et Q indice petit g, c'est juste les monômes, le produit pour J égale 1 à N, de YJ puissance MJ de G, où MJ de G, c'est le nombre d'orbites de longueur J pour l'action de petit g, du groupe engendré, du sous-groupe de grand G engendré par petit g. Voilà. D'accord ? Et en fait, ça, vous voyez bien que là, maintenant, alors donc quand je dis G orbite, évidemment, c'est sur grand X, hein, l'action sur grand X, et donc vous voyez que Q, lui, dépend juste de l'observation de l'action de grand G sur grand X, et non pas sur C. Voilà, le théorème de Polya fait le lien. Le théorème de Polya, c'est de dire simplement que P, c'est Q de P1 jusqu'à Pn, où les PJ, c'est les sommes de Newton en les xi. Donc c'est la jm somme de Newton que vous pouvez voir ici, hein, en les xi, i de 1 à k. Hein. Donc on avait vu que c'était un polynôme symétrique, on se doute bien que c'est un polynôme symétrique, bon il y a des bonnes raisons à ça. Du coup, comme on est sur Q, hein, sur le coordonnée rationnel, on sait que tout va s'écrire en fonction des sommes de Newton, et bien voilà, on a exactement le polynôme Q tel que Q des PJ est égal à grand P. Donc maintenant, avant de démontrer le théorème de Polya, on va regarder sur les exemples comment ça se calcule. Bon, si G c'est le groupe trivial, et bien P, qu'est-ce qu'on va avoir pour Q? On va avoir juste Q indice E, bien sûr. Q indice E, il n'y a que des orbites, l'action est triviale, donc il n'y a que des orbites de longueur 1. Donc on va avoir Y1, et des orbites de longueur 1, bon, comme on a 4 éléments ici dans notre exemple, il va y en avoir 4. Donc ici, on va avoir Y1 à la puissance 4, et ce Y1 va, dans le théorème de Polya, devenir P1. Voilà. Là, ici, ça veut dire qu'on a substitué, ici, hein, on avait Y1 jusqu'à Yn, c'était ça les variables, et on a substitué PJ à YJ. Voilà, donc ici on va avoir P1 puissance 4, et donc P1 c'est X1 plus X2, bien sûr, c'est la première somme de Newton, en deux variables, puissance 4, donc c'est ce qu'on avait trouvé dès le départ. Dans notre exemple non trivial, G égale Z sur 4Z, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un K ici, maintenant Q indice E, pour la même raison, on va avoir Y1 plus Y2 puissance 4, ensuite on va regarder les deux rotations, donc c'est pour ça que j'en ai mis deux ici. Donc il y a une rotation d'un quart de tour dans un sens et dans l'autre sens. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Ces rotations, elles vont engendrer un groupe qui agit transitivement sur 1, 2, 3, 4. Donc il va y avoir qu'une seule orbite de longueur 4. Donc une seule orbite ici et de longueur 4. Donc ici on va avoir le 1. Et ici, on va avoir Y4, et au moment de la substitution, ça va devenir P4, donc X14 plus X24. Voilà. Et j'ai mis 2, parce que je l'ai fait pour R, et R puissance moins 1, j'ai tout fait en même temps. Hein. Et puis maintenant, je regarde le demi-tour, et le demi-tour, on a dit qu'on avait deux orbites de longueur 2, et donc on va avoir Y2 au carré, et au moment de la substitution, ça va faire X1 carré plus X2 carré, le tout carré. Voilà. Maintenant, vous développez ça, et vous allez obtenir le polynôme qu'on avait vu, c'est-à-dire là, vraiment, on peut vraiment obtenir tout, de façon mécanique, de façon calculatoire. On obtient ici les deux, par exemple, coloriages à modulo G, possédant deux noirs et deux blancs. Voilà. Remarquez que ça ne nous empêche pas d'avoir l'ancienne version, c'est-à-dire que cette nouvelle version, quand on va spécialiser x1 et x2 en 1, évaluer si vous voulez, x1 et x2 en 1, eh bien on va retrouver le nombre de coloriages modulo G.
D'accord? Vous prenez 1 ici. Là, vous avez 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1. Vous retrouvez vos 6 coloriages. Mais ça, on va dire que c'est une déformation de 6, d'accord? Dans le sens que le 6 est une évaluation, en gros, de ça. Et en fait, ce qu'on est en train de chercher avec le polynôme générateur de coloriage, c'est une déformation, la bonne déformation du nombre de coloriages modulo-G. Voilà, vous parliez, j'en suis fort aise, eh bien, démontrez maintenant. Donc, c'est ce que j'annonçais précédemment. Il va nous falloir une version pondérée de Burnside, une version déformée, en quelque sorte, du théorème de Burnside. Donc, allons-y. On prend G qui va agir sur Y. On va prendre phi. Alors, cette fois-ci, ça va être une application de Y dans E, où E, c'est un Q espace vectoriel. Voilà, c'est la nouveauté. Et on suppose que phi est G invariante, c'est-à-dire que phi de G.Y, c'est phi de Y, quel que soit G et quel que soit Y. Et donc phi passe au quotient, hein, et donc on va avoir la chose suivante, que la somme sur les orbites de Y sous G, sous l'action de G, de phi bar de Y bar, c'est égal à la moyenne, ici, sur G, des sommes pour Y G invariant de phi de Y. En quoi c'est un Burnside pondéré? Eh bien, encore une fois, quand on va regarder le polynôme, juste le polynôme constant égal à 1, c'est-à-dire que phi à tout Y ici, je lui assigne 1, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben ici, j'aurai toujours des... Bon, alors bien sûr, c'est G équivariant puisque c'est constant. Alors maintenant, ici, j'aurai des 1 partout, donc je vais bien avoir le cardinal de Y sous G, d'accord, le nombre d'orbites. Ici, je vais avoir des 1 partout, donc je vais avoir le cardinal des petits G invariants sur grand Y, et donc on reconnaît la formule de Burnside. Donc c'est une déformation, en quelque sorte, de Burnside qu'on appelle le théorème de Burnside pondéré. Voilà. Ben, la preuve, c'est juste une pondération de la preuve de Burnside. C'est exactement la même chose. Hein, vous pouvez le faire. Il suffit de prendre, encore une fois, l'ensemble R, des couples petit g dans grand G, petit y dans grand Y, tel que g.y est égal à y. Donc ça veut dire que y est invariant sous petit g. Et on va regarder petit e égale la somme, pour tous ces couples, des phi de y. Bon, vous remarquerez qu'ici, G est inexistant, mais on le regarde sur tous les couples. Bon. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, en fait, si vous voulez, encore une fois, si phi c'est juste la constante égale à 1, bah, ici c'est le cardinal, E c'est le cardinal de R. Donc c'est bien la preuve de Burnside pour ceux qui la connaissent. On va calculer de deux manières petit e, qui est un élément de grand E. D'une manière, eh ben, on va fixer petit g dans grand G, ce qui fait que y va parcourir les petits g invariants. D'accord? Et maintenant, d'une autre manière, on va fixer petit y dans grand Y, ce qui va dire que G est dans le stabilisateur de petit y. Et on va dire que bah, c'est la même chose. C'est une espèce de Fubini discret, un Fubini trivial. Hein. Bien, alors, là, on laisse tel que c'est. En fait, ça va être cette partie-là, hein, l'égalité. Et là, alors comme on a fixé petit y dans grand Y, ici j'ai phi de y fois forcément le cardinal du stabilisateur, Gy. Maintenant, comme phi est G invariante, eh bien ici je vais passer, ça va être constant sur les orbites, donc je regarde non pas y, mais juste son orbite, et je vais avoir phi de y, mais multiplié par le cardinal de l'orbite. Mais le cardinal de l'orbite fois le cardinal du stabilisateur de y, bah forcément c'est le cardinal de G. Donc ça, je peux le sortir à l'extérieur, ce qui fait que cette somme-là, que je reconnais ici quand j'ai sorti cardinal de G, c'est 1 sur cardinal de G fois ça. Voilà. Donc, voilà le Burnside pondéré. Bon, c'était assez indolore, hein, quand même, pour bien reconnaître. Et maintenant,
on va arriver, on est très proche de la preuve du théorème de Polya. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre pour y, là-dedans, l'ensemble des coloriages. C'est E, ça va être l'espace vectoriel des polynômes. Vous voyez, il fallait bien que ce soit un espace vectoriel pour que je puisse faire des sommes et puis que je puisse diviser par G. Donc, il fallait bien que ce soit un Q espace vectoriel. Hein. Vous en êtes convaincus. Bien, alors, E, là, ça va être les polynômes, les xi, i de 1 à k, sur Q. Bon. Et phi, ça va être notre fonction petit gamma, qui définissait le polynôme générateur des coloriages. Bien, donc vous avez ça c'est la définition. Maintenant, avec ça, vous appliquez le théorème de Burnside pondéré. Donc c'est 1 sur cardinal de G fois cette somme-là, qui nous ramène maintenant au petit g invariant de C. Donc on est encore en train de travailler sur ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les coloriages, alors qu'on voudrait travailler sur X. Donc il est temps, là maintenant, de basculer sur X. Et maintenant, regardez, on va regarder grand X, on va regarder ces orbites que j'appelle X avec un exposant supérieur XS, bon, pour ne pas confondre avec les indices, ça c'est les indéterminés. Donc ça, c'est la décomposition de grand X en orbite sous petit g, donc je fixe un petit g. Bon, vous voyez qu'il suffit maintenant de démontrer que ça, c'est le QG, ici, hein, pour démontrer le théorème de Polya, mais appliqué au PI. Hein, PN. Voilà. Alors, donc, on va prendre X, on le décompose en G orbite, donc on fixe petit g. Je définis T comme le nombre de G orbites. Donc maintenant, je vais fixer un représentant XS pour chaque orbite et définir un petit g invariant, un coloriage petit g invariant, ça revient à définir une couleur pour chaque représentant. Puisque la couleur, comme c'est g invariant, petit g invariant, la couleur ne dépend pas de l'élément choisi dans la petit g orbite. Voilà. Donc ici, je vais avoir une bijection entre CG et les couleurs que j'aurais choisies pour mon XS. Donc maintenant, ça y est, c'est là où je fais ma bascule, c'est que j'ai une bijection ici avec K puissance T. Donc là, ça y est, on a basculé, la preuve va bientôt converger. Alors maintenant, donc je me contente de montrer que ça, c'est égal à ça. Hein. Il suffit de démontrer ça si on veut démontrer le théorème de Polya. Hein. Donc je regarde juste ça, j'ai fixé tout ce qui est là. Maintenant, cette somme, je remplace CG par KT, hein, ici. Donc je prends la somme sur toutes les possibilités de couleurs, des T couleurs qu'on peut choisir pour les orbites. Voilà, on est attention, hein, K c'est des couleurs, hein, c'est pas un corps. Hein. Alors il faut se rappeler ce que c'est gamma F, hein, c'est je prends X indice J, où J c'est une couleur, et c'est le nombre de fois que la couleur apparaît ici. Hein. Forcément, on va avoir X indice KS, ça va être la couleur KS, et NS, où NS c'est le cardinal de XS. C'est-à-dire qu'on a assigné à XS une certaine couleur K indice S. C'est ça gamma 2. Hein. Forcément, ça c'était la définition, il faut s'en rappeler. Bien, alors quand on voit les choses comme ceci, on a une somme de produits, la distributivité c'est que c'est le produit d'une somme. Donc c'est le produit de S égale 1 à T. Alors ce serait peut-être plus facile de le voir de là à là que de là à là. C'est le produit de S égale 1 à T de la somme des xi, i de 1 à k, des n puissance S. Je vous laisse vous en convaincre, hein, c'est juste un petit peu de calcul formel. Et là, on reconnaît la somme de Newton, PNS. Donc c'est ce produit-là. Alors donc, au lieu de mettre n indice S, je vais dire que je vais partir je vais poser ns égale j, donc c'est pj ici, et pj va arriver avec la multiplicité du nombre d'orbites sous petit g de cardinal j. Voilà, qu'on a appelé mj de g. Donc là, vraiment, hein, on reconnaît ici, dans ce produit, ce qu'on appelle Q indice G
de P1 jusqu'à Pn. Parce que si ici j'avais YJ, ce serait exactement QG. Voilà, hein, c'est terminé. On a montré ce qu'on voulait, on a démontré le théorème de Polia. C'était pas facile, et vous pouvez le retrouver dans le chapitre 5 hein, de H2G2, hein, donc histoire pas nouvelle, hein, histoire hédoniste de groupe et géométrie de 2015, le tome 2. Et pour